Shein, Temu, Zara, H&M, ces marques font le bonheur des jeunes et des moins jeunes. Quelques euros suffisent pour renouveler sa garde-robe, souvent. Mais à quel prix humain et environnemental? En France, la fronde s'organise. Bonsoir Sylvie Valente-Leuillir. Bonsoir. Vous êtes rapporteur d'une proposition de loi pour réguler cette fast fashion, texte qui sera voté mardi prochain. Oui, tout à fait. Et vous êtes aussi sénatrice de l'Oise. Avec vous en plateau, Pierre Condamine, bonsoir. Bonsoir. Chargé de campagne sur production, les Amis de la Terre, et vous militez contre cette fast fashion. Des vêtements qui, une fois jetés, se retrouvent sur le marché de Contamento à Accra, au Ghana, l'un des plus grands au monde pour la revente des vêtements d'occasion. Il y en a même trop, beaucoup trop. Bonsoir Victor Cariou, vous êtes notre correspondant à Accra. Merci d'être avec nous. Alors, actualité brûlante, bonsoir. Je disais, une proposition de loi qui a fait réagir le PDG de Shein. Entretien dans le journal français Le Parisien il y a 2 jours. Nous sommes le contraire de la fast fashion. C'est Donald Tang donc, qui l'a expliqué, donc président exécutif de Shein. Et campagne offensive sur les réseaux sociaux avec l'influenceuse Magali Berda. Elle est suivie par plus d'1 800 000 personnes. Regardez. Je sais qu'il y a certaines filles ou certains membres de ma famille qui sont en obésité et qui peuvent vraiment pas se permettre d'acheter en magasin des vêtements à grande taille. Est-ce que c'est une facilité aujourd'hui qu'on enlèverait aux Français de taxer cette marque? Part justement dans ce genre de site parce que les prix sont accessibles et le fait d'augmenter les prix, ça nous donne pas plus d'accessibilité. Je pense qu'il y a d'autres solutions. J'ai pas d'idée d'autres solutions, mais je pense qu'il y en a. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Alors, Sylvie Valente-Leuillir, quand vous voyez toute cette agitation médiatique, cette offensive même sur les réseaux sociaux, finalement, vous dites, on leur fait peur? Ah, tout à fait, c'est ce que je pense aussi. Je me dis que on a dû toucher la cible parce que avoir cette offensive médiatique de leur part, c'est que on a dû effectivement, on leur fait peur. Et ce projet de loi, cette proposition de loi, qui doit être votée mardi prochain, est vraiment un signal fort que l'on envoie contre ces géants de l'ultramode express qui envahissent vraiment notre territoire. Alors on va revenir sur cette proposition de loi. Pierre Condamine, juste une réaction par rapport aux arguments qui étaient donnés dans effectivement, on pourrait appeler ça un public reportage, mais c'est vrai que souvent ce sont des jeunes qui achètent sur ces plateformes parce que c'est pas cher, parce qu'il y a des grandes tailles, des petites tailles. C'est compliqué là de les convaincre, tous ces consommateurs. Ouais, je pense qu'il y a énormément de sensibilisation à faire. Après, pour le rappeler, cette loi, elle propose pas de taxer, elle propose de pénaliser les marques qui vont vendre des produits polluants en France. Mais ils vont les vendre plus cher. Ouais, c'est la marque qui fait ce choix-là. Donc c'est la marque qui fait... Shein, en 2023, c'est 1,6 milliard de chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui se porte très bien, qui gagne des parts de marché. Elle peut aussi faire le choix de ne pas répercuter ces pénalités financières sur le prix des vêtements et d'évoluer vers des pratiques plus soutenables et de ne plus payer cette pénalité. Au-delà... Donc c'est ce que vous préconisez. Justement, vous évoquiez ces chiffres d'affaires donc en 2023. En 2022 aussi, on va voir les chiffres à 23 milliards de dollars. Utilisateurs de l'application, 75 millions d'utilisateurs. C'était les chiffres qui avaient été dévoilés en 2022. Pour en revenir, on les voit ici. Donc c'est vraiment colossal. On comprend qu'ils s'activent. Pour revenir à cette loi, cette proposition de loi, beaucoup disent qu'elle a été détricotée, que vous la vouliez plus ferme, notamment avec l'interdiction générale de la publicité. Là, a priori, il n'y a que les influenceurs qui seront concernés, vous nous le confirmez? Non, pas du tout. Et je réfute ce terme de détricotage. L'option qui a été choisie et la direction qui a été prise avec la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat, c'est justement de cibler tout particulièrement les géants d'ultramode express que sont ces géants chinois que vous avez cités et qui nous envahissent. Vraiment, c'est notre cible. Donc plus de publicité Alors la publicité, si, a été en lecture du texte la semaine dernière. La publicité, l'interdiction totale de la publicité a été réintroduite. Donc à la fois donc pour ces sites, mais également l'interdiction de la publicité pour les influenceurs. On s'appuyait sur la loi dite influenceur qui avait été votée et qui permettait donc cela. Le fait qu'elle ait été réintroduite, c'est parce que c'est une discussion qui a été menée au sein de l'hémicycle, transpartisane. La ministre a bien insisté sur le fait qu'elle avait, et c'est ce que j'avais soulevé comme risque, un risque d'inconstitutionnalité. Elle nous a
argumenté le fait qu'effectivement il y avait un risque, mais que le signal était important. Et je pense que nous nous sommes ralliés à cette cause. Et effectivement, le signal est important. La proposition de loi va partir directement de fait à l'Union européenne pour vérifier si c'est possible de le faire. D'accord, mais alors juste avant de revenir, parce qu'il y a aussi, ça bouge aussi au niveau européen, effectivement, hein, ça date d'hier simplement. La mesure phare, c'est vrai, de demander une augmentation, hein, une sorte de malus, de pénalité pour les vêtements. Ça aussi, ça va être mis en place. C'est toujours en place. La seule nuance qui a été réintroduite donc, au cours des discussions, c'est que c'est un palier cette fois-ci. C'est toujours les mêmes montants, mais l'État à 10 €. C'est ça. Mais l'État s'autorise la possibilité de pouvoir l'augmenter en cours. Alors qu'auparavant, nous n'avions que ces sommes qui étaient définies au préalable et qui n'étaient pas dans la possibilité d'augmenter. Donc là, c'est plutôt une bonne chose puisqu'elles vont pouvoir évoluer suivant les actions des géants que nous ciblons. Donc vous trouvez que ça va dans le bon sens. Est-ce que vous êtes d'accord, Pierre Condamine? Est-ce qu'il faut, justement, vous l'aviez dit, hein, ce malus, c'est important, il faut le mettre en place? Moi, j'amènerais des nuances. Et il est vrai que cette semaine, au Sénat, le texte a évolué dans une direction qui est meilleure. Pour autant, ce que nous, en tant qu'association, on regrette, c'est qu'il n'y a pas une volonté affirmée de cibler l'ensemble du secteur de la mode. Et notamment, on parle beaucoup de Shein et Temu. Si on parle d'impact environnemental, d'impact sociaux, H&M, Primark, Zara, c'est la même production, donc c'est les mêmes impacts. Et donc, quand on a une loi qui a un objectif environnemental, on ne doit pas se limiter à Shein et Temu, et on doit aussi essayer d'encadrer les pratiques des marques de fast fashion dites traditionnelles qui ont un impact désastreux pour l'environnement, pour le social et aussi pour l'économie au niveau français. Alors vous devez en discuter ensemble, j'imagine. Oui, vous, qu'est-ce que vous répondez justement? Est-ce qu'il faut faire la même chose pour tout le monde en fait? Alors la nuance que nous avons apportée encore une fois sur ce texte, c'est que, je le rappelle, nous sommes la Commission à l'aménagement du territoire et du développement durable. Donc cette partie aménagement du territoire, elle a tout son sens dans le fait que ces enseignes qui sont en France sur nos territoires, dans nos centres commerciaux, dans nos centres-villes, nos centres-bourgs, permettent un dynamisme et un essor économique autour et permettent à d'autres magasins... Alors s'effondrer, il y a beaucoup d'enseignes qui sont en train de déposer le bilan. Exactement, et c'est ça la crainte que nous avons, c'est que de les perdre totalement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous n'aurions plus d'autres alternatives aujourd'hui, malheureusement, que d'avoir ces immenses géants chinois qui nous envahissent. Lorsqu'on a encore sur le territoire ces marques dites anciennes telles que Zara ou H&M ou Kiabi, elles permettent quand même aux Français d'aller s'habiller et elles permettent surtout à l'ensemble des commerçants autour de survivre. Lorsqu'on a vu le départ malheureusement la fermeture des magasins Camaïeu, 2000 à 3000 personnes qui ont perdu leur emploi, aujourd'hui ces enseignes ne sont pas remplacées, ces espaces commerciaux sont vides. Donc, et autour, il y a une grande urgence et un grand danger pour l'ensemble de nos commerces. Alors, Victor Cariou, vous êtes à Accra. Alors là où il y a beaucoup de reventes, c'est-à-dire que c'est vraiment un des plus grands marchés à Accra sur le vêtement de seconde main. Mais maintenant, on parle carrément, j'utilise l'expression de colonialisme, tellement, en fait, ils sont submergés et ils n'en peuvent plus. Alors oui, tout à fait. Ce terme de colonialisme, c'est ce qu'on retrouve notamment dans le dernier rapport de Greenpeace, mais d'autres rapports le pointent également. On parle de colonialisme parce qu'en fait, sous couvert de participer à l'économie circulaire, des géants de la fast fashion vont en réalité remplir leur lot, ce qu'on appelle des balles de vêtements usagés, de vêtements inutilisables ou très abîmés, et donc littéralement de déchets textiles. Donc c'est l'eau qui remplit de déchets textiles. En partie, ils vont les vendre ensuite à des pays comme le Ghana, qui doit gérer in fine ces déchets venus du Nord et en assumer les coûts économiques, sociaux, environnementaux qui en découlent. Après, ce terme colonialisme, il n'est pas partagé par tout le monde ici. Il y a certains acteurs comme les syndicats de commerçants ou associations de commerçants qui sont globalement contre une régulation de peur de détruire les emplois, qui ont tenté de retourner ce terme de colonialisme en leur faveur. L'année dernière, ils ont par exemple dénoncé comme colonialisme la volonté de l'Union européenne d'interdire les exportations de vêtements usagés. Les syndicats avancent l'argument que le Ghana était très bien capable de gérer ce flot de vêtements, même si plusieurs ONG ne sont pas du tout d'accord.
et qu'il serait infantilisant et néfaste de les en priver. Oui, parce que ça rapporte quand même de l'argent, il y a des emplois qui sont créés avec ce marché. Oui, tout à fait. C'est un secteur clé de l'économie ghanéenne. Le Ghana, c'est un des plus gros importateurs de vêtements usagés au monde. Au Ghana, c'est environ 2,5 millions de personnes qui dépendraient directement ou indirectement des revenus liés à la vente des vêtements de seconde main. À Kantamanto, le marché dont vous parliez, c'est 30 000 personnes qui y travaillent. Et puis surtout, une large partie de la population s'y habille. Est-ce que ça s'est intégré dans votre réflexion? Alors, j'imagine pour vous, Pierre Condamine, évidemment. Mais on voit qu'aussi, le seconde main, il y a quand même un côté aussi positif de cette fast fashion. Ouais, totalement. Je vais revenir sur le terme colonialisme. Quand on parle de l'industrie textile, ce qui est frappant, c'est que on produit en Asie du Sud-Est, en Chine, on va consommer en Occident et on va se défaire de nos vêtements une fois qu'on les a utilisés en Afrique. Donc on voit en fait que malheureusement, en Europe et dans l'Occident de manière générale, on a un peu externalisé tout ce qui polluait, c'est-à-dire la gestion des déchets ou la production. Et donc c'est pour ça qu'on parle de colonialisme. Et dans les faits, le souci aujourd'hui, c'est qu'on produit beaucoup trop. Et on ne peut pas gérer ça. On ne peut pas recycler tout, on ne peut pas réemployer tout, on ne peut pas faire de la seconde main avec tout ce qu'on a. Du coup, on se retrouve dans des situations où on est obligé d'exporter à l'étranger. Et en effet, dans certains cas, pour le coup, la situation du Ghana montre qu'il y a en effet le marché de Kantamanto avec beaucoup de gens qui reposent là-dessus. Pour autant, il faut nuancer parce qu'on voit aussi qu'en général, quand il y a énormément de vêtements qui sont exportés. On voit entre 20 et 50% de ces vêtements qui sont malheureusement inutilisables, oui, donc qui vont finir dans la nature. Voilà. Victor Cariou, notre correspondant, effectivement, qu'il y a vraiment de l'invendable totalement. Est-ce que vous prenez ça en compte, vous, sénateur en France, élu français ? Tout à fait. Dans la proposition de loi, nous avons décidé de cibler l'ensemble des éco-contributions des malus vers des structures françaises de manière à restructurer justement ces filières qui aujourd'hui sont à la peine, voire parfois plutôt inexistantes. Et le but, c'est vraiment d'envoyer ces mannes financières vers ces structures de manière à traiter les vêtements, les déchets textiles au plus près et non plus d'avoir cette attitude de l'envoyer ailleurs. Et puis c'est vrai qu'il faut... Mais est-ce que vous pensez à un partenariat avec des pays africains comme le Ghana où c'est aussi vital ? Non, là on va vraiment travailler sur des filières françaises qui ont été souvent à la peine et qui ont disparu. Et aujourd'hui, il est nécessaire, vraiment nécessaire de leur permettre de se renforcer et d'être présents sur nos territoires de manière à faire retravailler cette économie circulaire qui est très importante, et y compris des personnes en situation de réinsertion. Et ce sont des filières qui sont vraiment importantes pour notre économie. Et plutôt que d'aller envoyer vraiment des déchets dont on ne veut plus s'occuper à l'étranger, c'est vraiment... s'en occuper en France. Bien évidemment. Donald Tang, donc le président exécutif de Chine, assure que sa plateforme produit à la demande. Lui, il parle de micro-production. Bon, c'est vrai que quand on voit qu'il y a 470 000 produits qui sont proposés à l'année, je crois, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est une provocation? Qu'est-ce que vous répondez? Pour le coup, c'est assez vrai. Chine, c'est une entreprise qui a vraiment optimisé et qui va avoir très peu d'invendus, c'est-à-dire des vêtements qui ne vont pas être vendus. Pour le coup, je veux dire, la nuance que je veux apporter, c'est que le problème dans l'industrie de la mode, c'est la quantité de vêtements qui sont produits. Plus de 80% de l'impact environnemental des vêtements, c'est quand il est produit, peu importe qu'il soit vendu ou pas. Et ce que Chine fait, c'est accélérer cette cadence de production avec aujourd'hui une empreinte carbone qui a, en tout cas dans les derniers chiffres, a dépassé celle de Zara, d'H&M, de Primark. Ça fait pas longtemps, mais pour le coup, ça a été dépassé. Donc en fait, oui, peut-être qu'ils ont moins d'invendus, mais ils produisent tellement et ils incitent tellement les individus à consommer que ça ne répond pas aux besoins environnementaux. Leur impact carbone, il explose en ce moment. Donc vous ne prenez pas en compte cet argument. Sylvie Valente-Leuillard, vous êtes confiante pour ce texte? Il sera voté? Il n'ira pas en commission paritaire?
Qu'est-ce qui va se passer mardi? Je pense que, alors bon, je reste assez confiante, bien évidemment, quant la semaine prochaine pour ce vote. Je pense qu'il est consensuel, il est transpartisan et il répond vraiment à l'ensemble des attentes. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a quand même d'autres aspects. Bon, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais alors, bon, ce qui va se passer derrière, effectivement, le fait de le présenter prioritairement à l'Assemblée européenne, ça nous permettra vraiment de sécuriser ce texte pour espérer une commission mixte paritaire dès l'automne et une mise en place avant la fin de l'année. Vraiment, c'est notre souhait. Et on se le disait, on a des nuances, on a des différences, mais le souhait, c'est que derrière cette première étape importante, on puisse accompagner l'ensemble des acteurs et du gouvernement vers plus de vertu. Vertu, effectivement. Vous nous l'avez bien expliqué. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation.